Bonjour et bienvenue sur Human First, le podcast business qui parle plus d'humains que de chiffres. À chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de professionnels qui ont osé voir le monde du travail différemment. Comment ? En plaçant l'humain au cœur de ses priorités et de sa stratégie. Je suis Cécile Chapon, entrepreneuse, RH, coach et militante pour un monde du travail plus épanouissant et plus responsabilisant. Et maintenant, place à notre invité du jour. Bonjour Frédéric. Bonjour Cécile. Alors, je suis ravie de recevoir Frédéric à mon micro, car vous l'entendrez, c'est une passionnée de l'humain. Elle travaille chez Ugitech, c'est-à-dire dans le monde industriel. De plus, son petit accent ne m'a pas laissée indifférente. Alors, merci Frédéric d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Frédéric, qu'est-ce qui fait la spécificité de ton métier ? Alors aujourd'hui, moi, je suis responsable du pôle accompagnement managérial et excellence opérationnelle chez Ugitech. C'est assez innovant pour une industrie comme la nôtre parce que chez Ugitech, on a fait le choix de remettre le manager au centre de son équipe. Donc, je vous dirais que c'est un peu à contre-courant des entreprises libérées parce qu'on a réaffirmé le rôle managérial comme étant réellement central dans la performance de son équipe, dans le développement de l'équipe, dans l'animation, la création de richesses. Bref, on met une attention tout particulière à ce rôle qui a un peu été malmené au cours des dernières années et que certains ont voulu voir disparaître de l'entreprise. Et donc, le pôle accompagnement managérial, on a pour vocation de développer les managers, d'améliorer leur rôle managérial et de les accompagner autant dans leur progression de manager que dans l'impact qu'ils peuvent avoir dans l'entreprise et dans leur équipe. Ok, donc si je comprends bien, toi tu fais pas partie du pôle RH, mais il y a bien un pôle chez Ugitech qui s'appelle accompagnement managérial. Exactement, et ce pôle a été rattaché à l'amélioration continue, donc à la culture d'excellence, il y a déjà quelques années, parce que on voulait sortir du rituel RH et vraiment avoir une projection plutôt orientée vers l'avenir, les nouveaux métiers, l'entreprise de demain, ses besoins, répondre aussi à notre stratégie CAP 2025. Et donc, c'était important en fait à quelque part d'isoler cette équipe pour lui autoriser de fonctionner différemment. Donc moi, j'aime bien dire que mon équipe, on est un peu comme des corsaires. Les corsaires, c'était un peu des bateaux marchands, certes, mais aussi un peu des pirates, hein. Donc ils partaient devant tout le monde, sécuriser les routes commerciales. Bon, en voulant sécuriser les routes commerciales, des fois, ils faisaient peut-être, des petites entorses à leurs habitudes ou à des petits délits. Mais finalement, l'objectif, c'était vraiment d'ouvrir un nouveau chemin, une nouvelle voie de navigation. Et mon équipe, on fait ça. On s'autorise parfois à réécrire des processus ou à sortir du processus, hein, avec cette orientation plutôt projet, ce dynamisme plutôt projet qui est pas toujours évident quand on fait partie des ressources humaines et qu'on doit être exemplaire tout le temps et parfaitement rentrer dans les cordes. Donc, c'est pour ça qu'on l'a raccroché à la culture d'excellence. Ça donne tout de suite une dimension différente, hein, et donc ça nous autorise, à faire des choses différentes. Ouais, vous êtes plutôt un espèce de laboratoire, recherche et développement, au sein de l'entreprise, en fait? Recherche et développement, je sais pas parce que effectivement, toute une grosse phase, d'idéation, de réflexion, d'essayer de trouver des solutions qui sortent, peut-être de l'ordinaire ou peut-être pas, hein, juste des solutions adaptées. Mais, nous, et ça, c'est important pour moi et pour mon équipe, on essaie vraiment d'aller jusqu'au bout dans l'implantation et le suivi des équipes, sur le terrain et jusqu'au calcul, en fait, du retour sur investissement et des impacts de nos projets. Et donc, c'est vraiment, un travail, qui est complet, main dans la main souvent avec les managers et avec les équipes. On a besoin de sortir de notre bureau, d'aller voir comment ça se passe et de les accompagner jusqu'au bout, hein. Faut le dire, hein, le pôle Pacman, on a un coach, à mi-temps, donc qui fait du coaching, chez Ugitech. On a des équipes, des responsables, Pacman qui accompagnent les services. Et on a mis en place aussi des nouvelles façons de fonctionner avec le système de communauté
où on est allé chercher, des volontaires, dans l'entreprise qui avaient envie de se dépasser, de sortir de leur fonction et de venir donner un coup de main au sujet de Pacman. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que c'est Pac-Man du coup? C'est le pôle accompagnement managérial qu'on a surnommé Pacman parce qu'on trouve ça rigolo et que c'est important pour nous de se faire plaisir en travaillant. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup, on est passionné, on a besoin aussi d'avoir des petites blaguettes. Donc, c'est le pôle Pacman. OK, merci. Et juste un petit mot sur, Ugitech. C'est quoi votre activité? C'est quoi votre réalité opérationnelle? Alors, Ugitech, c'est un site, c'est un aciériste. On fait de l'acier inoxydable, donc c'est de l'industrie lourde. On a plusieurs sites en France, en Italie et en Allemagne. Au global, ça tourne entre, je vous dirais, 1 400 – 1 800 collaborateurs. La majorité sur notre site d'Ugine, la maison mère, qui a plus de 110 ans aujourd'hui. Et c'est environ 400 managers. Alors, dans ces 400 managers, je vais vous dire, moi, je mets les managers hiérarchiques comme les managers transversaux parce que l'avenir du JTEC se situe aussi autour de nos chefs de projet et managers transverses. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une grosse équipe pour avoir un gros impact chez UJTEC aujourd'hui. OK, ah oui, donc ça représente vraiment beaucoup de managers. Oui, OK. c'est un beau terrain de jeu, disons. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Et en quoi la culture d'entreprise du JTech, elle permet le fait qu'il y ait, un pôle dédié à de la recherche autour du management? Alors ça, c'est vraiment, tu as raison d'en parler parce que c'est vraiment particulier à Ugitech. On pourrait se dire que, l'industrie lourde aujourd'hui, c'est ancien, c'est traditionnel, et je crois que c'est beaucoup l'image qu'on donne, hein, quand on passe à côté de nos sites, c'est pas nécessairement très sexy et puis bon, ça a plus de 110 ans, hein, donc c'est plus tout jeune, et il faut se dire que, aujourd'hui, il y a des vrais enjeux pour réinventer notre entreprise, c'est-à-dire qu'on est, des gros consommateurs de matières premières, d'énergie, même si, notre produit est assez, je vais dire assez noble, hein, et en grande partie recyclé. L'acier inoxydable, hein, c'est un produit qui est recyclé, recyclable. On fait quand même partie, d'industries qui polluent et donc, on a des vrais enjeux à faire partie de la solution, à travailler différemment et on est obligé aujourd'hui d'être innovant et de chercher des solutions différentes et donc ça passe par l'humain au travers du pôle Pacman, mais ça passe aussi par un pôle, de recherche, qui est très à la pointe de l'acier inoxydable, par, des processus qui sont assez en rupture par rapport à, nos collègues ou notre les autres personnes qui ont le même type d'activité. Il faut se dire aujourd'hui que les industries lourdes n'ont pas le choix, en fait, d'être agiles et innovants parce qu'on fait face à des crises qui s'accélèrent, qui se suivent, qui s'accélèrent, hein, et on ne peut pas rester sans rien faire. Et donc, malgré cette image, en fait, très traditionnelle et très archaïque, en interne, on a des cultures d'entreprise très agiles et très tournées vers le futur et les nouvelles solutions. On voit pas ça partout, hein, d'avoir un pôle comme ça qui peut travailler sur l'humain et qui a le temps de faire ça. Alors, on a vraiment beaucoup de projets. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, c'est sûr. On a, ben, comme tout le monde, hein, à la création du pôle, il y a maintenant 7 ans, on a dû montrer, des résultats, faire nos preuves dans la cour des grands. Montrer l'impact de notre travail parce que, des managers, qui sont accompagnés dans leur rôle managérial, qui sont soutenus, sont plus performants, donc les équipes sont plus performantes. Donc il faut se dire aussi, c'est important qu'on ne crée pas un pôle accompagnement managérial pour la beauté du geste. On crée ce pôle parce qu'on a un impact et donc un impact sur les résultats et sur la performance. Et là, dans la performance, je vous parle pas de la productivité. Souvent, on entend parler de la productivité dans des industries comme la nôtre. On ne parle pas que de productivité. On va aussi parler de la performance des équipes. Comment est-ce qu'on accompagne, les équipes projets pour que les équipes soient plus performantes et qu'on arrive
à nos solutions plus rapidement. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je pense que dans notre usine, mon entreprise, chez Ugitech, on a des gens très intelligents qui ont plein d'idées et qui doivent apprendre à travailler ensemble et aller au bout de leurs idées. Et donc, c'est ce qu'on fait avec mon équipe. Super, merci. Et il paraît que vous avez mis en place un parcours managérial assez innovant et du coup, ça m'intéresse vraiment de t'entendre parler de ça. Alors ça, c'était un de nos projets phares, de l'année et demie qui vient de s'écouler. Donc c'est un projet qui a été travaillé en collaboration avec les ressources humaines, donc le pôle développement du capital humain qui s'occupe, des formations, normalement formations un petit peu plus traditionnelles et le pôle Pacman qui s'occupe, vraiment des managers. Alors, le parcours managérial tel qu'il a été construit aujourd'hui a été imaginé autour de 5 doubles postures managériales. Donc, les postures managériales ont été définies par notre comité de direction suite à un travail de réflexion d'un groupe pluridisciplinaire sur le management de demain. Alors, ils ont pris les conclusions de ce groupe qui était composé de volontaires et de plusieurs métiers différents et ils ont isolé, si on peut dire ça comme ça, isolé 5 postures pour avoir une vraie culture managériale. Donc, les 5 postures sont pas, je pense que je vais vous les donner, vous allez vous dire: «Ouais, c'est pas ça réinvente pas la roue ces postures, hein» et non, c'est pas l'objectif, mais par contre, c'est la manière de porter le projet qui est plutôt, innovante et assez, intéressante en termes de résultats. Alors, les 5 doubles postures sont l'agilité et l'innovation. Bah, forcément, c'est pas surprenant avec, le monde dans lequel on vit, hein, de vouloir travailler ces sujets avec nos managers. La confiance et la subsidiarité, parce qu'on se rend compte, dans nos équipes managériales qu'on aurait un peu tendance, à surcontrôler ou à travailler un peu un niveau en dessous de notre niveau managérial. C'est normal, c'est souvent notre zone de confort, hein, quand on évolue dans la hiérarchie et donc on voulait mieux armer nos managers, en fait, pour qu'ils puissent développer leurs équipes et donc travailler avec plus de subsidiarité dans leurs équipes. La troisième posture, c'est le sens partagé et la transversalité. Donc la transversalité qui est clé et qui est du mal à arriver quand on a l'habitude d'avoir des objectifs individuels. Et donc, qui est un vrai travail de fond à apporter dans des entreprises plus traditionnelles. Et le sens partagé parce que ben, savoir pourquoi je travaille et qu'est-ce que je fais et à quoi ça sert, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour les équipes. La quatrième posture, c'est exigence et bienveillance. Bon, je pense qu'elle parle d'elle-même, hein, l'exigence, d'un côté, c'est pas compliqué, la bienveillance de l'autre côté, c'est pas compliqué. Là où ça devient, plus difficile, c'est de trouver le bon équilibre. Tout manager, aujourd'hui sait que cet équilibre au quotidien avec son équipe est difficile à trouver et donc pareil, hein, on a voulu outiller nos managers. Et la dernière posture, c'est l'exemplarité par le respect des règles et des engagements. Alors, on a pris ces 5 postures et on a construit un programme, un parcours managérial qui se voulait différent, qui ne se voulait pas top-down. Donc, on aurait pu faire des formations traditionnelles. On s'est dit sur des postures, sur de l'humain, sur du quotidien. C'est compliqué, en fait, hein, de mettre tout le monde en salle de formation et d'aborder ces sujets. Alors, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un parcours de 3 journées pleines, 3 journées complètes et après 5 demi-journées. Donc les 3 journées, donc la première journée, c'est une journée de découverte des postures, c'est-à-dire qu'on passe, 45 minutes, par posture et on survole la posture, avec, ben, quelques petits outils qui sont donnés à ce moment et le matin, il y a 2 heures d'échange avec le comité de direction. Donc le comité de direction, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais est impliqué à chacune des étapes et c'était vraiment important puisqu'on a construit, le programme en cascade avec, des cohortes. Donc la première, c'était le comité de direction qui ont déployé à leur N-1 et on déploie, donc, étape par niveau par niveau.
Donc la première journée est journée de découverte. La deuxième journée, qui est une journée d'ancrage dans le réel, c'est-à-dire que toute la journée est animée par le comité de direction et on reprend posture par posture pour dire, ben, au quotidien, moi, cette posture, dans mon rôle managérial, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Voici un exemple de où j'ai été très fort sur cette posture et voici un exemple de ce qui est plus difficile pour moi. Donc là, il y a un peu, bon, pas une mise à nu du comité de direction, mais à quelque part, une exemplarité, un partage, de vécu, une ouverture du dialogue et une proximité qui est vraiment, très appréciée de nos équipes. Et la troisième journée qui est une journée résolution de problèmes où là, on fait du co-développement. On présente le co-développement au manager et donc là, vous avez bien compris, il y a plus le comité de direction lors de ces sessions de co-développement. C'est animé par des animateurs de co-développement et donc les managers arrivent avec, leurs problématiques et on leur fait toucher du doigt cette super méthodologie. Donc ça, c'est vraiment pour, les 3 journées. Ensuite, on fait une demi-journée par posture où on prend la posture avec un pas de côté, où on vient parler de la posture, mais différemment pour donner plus d'outils autour de cette posture. Par exemple, si je vous parle, d'exigence et de bienveillance lors de la perpétuation, on va, leur parler du triangle de Karpman, qui, quand on rentre dans des jeux de rôle, en fait, l'équilibre exigence-bienveillance devient encore plus difficile, à trouver. On leur fait faire, on leur parle d'assertivité. On leur fait faire un autodiagnostic sur l'assertivité. Donc, l'idée, c'est pas, de parler d'exigence et de bienveillance seulement, c'est vraiment d'amener un autre outil, pour qu'ils puissent, plus facilement, eux, mettre en œuvre cette posture dans leur quotidien managérial. Donc, beaucoup de mise en situation, de jeux, de pédagogie inversée lors de ces demi-journées. Et donc à la fin des 5 demi-journées, ben, on a une célébration, un passage de témoin qui est, ben, important et qui souligne tout le travail fait puisque bon, ce parcours, il s'échelonne, sur 1 an. Il y a aussi des choses qui vont se passer entre les journées. Donc chaque cohorte a un parrain qui est membre du comité de direction, qui va réunir sa cohorte entre les journées, et les perpétuations pour faire le point avec eux, voir comment ça progresse, cette, appropriation des postures managériales, la mise en œuvre dans les services et vraiment créer une proximité et de l'échange avec, ben, l'équipe managériale. On met aussi en place dès la journée 2 du peer coaching. Donc, on les fait se mettre en binôme, ceux qui choisissent. On leur donne quelques outils de peer coaching et après, ben, à eux, de mettre en œuvre, ce peer coaching, et de tester, de voir les possibles. Et ça, sincèrement, ça a des résultats, phénoménal. En fait, les binômes qui s'autorisent de rentrer dans ces démarches de peer coaching ont des résultats exceptionnels et ils en sont ravis, donc moi aussi. C'est vraiment, le co-développement, le peer coaching sont vraiment des outils, aujourd'hui chez nous qui montrent qui font leurs preuves et dont les personnes ont beaucoup de mal à se passer une fois qu'ils y ont goûté. Donc c'est vraiment sympa. Aussi, à l'issue de la journée 3, on leur fait, s'écrire une lettre à eux-mêmes, donc la lettre à moi-même où ils prennent des engagements vis-à-vis d'eux. Moi, c'est un outil qu'on utilise pas mal en coaching et on leur poste la lettre 6 mois après, qu'ils l'aient écrit et donc là, ils viennent de recevoir, certains viennent de recevoir leur lettre et je peux vous dire que ça fait toute une émulation en fait, hein. On en entend parler, ils sont surpris. Ils sont heureux de se relire. Bon, certains sont peut-être déçus de ne pas avoir respecté leurs engagements, mais du coup, ça relance, bien la démarche. Donc voilà ce gros parcours, managérial qu'on a mis en place, depuis 1 an et demi et l'idée, c'est, comme je vous disais, par cohorte, donc beaucoup par niveau hiérarchique, de voir tous nos managers, mais aussi nos managers transversaux et nos, fonctionnels et nos chefs de projet. Parce que finalement, ces postures managériales, elles sont mises en œuvre dans le management hiérarchique, mais dans
tous les moments où je dois, en tant que salarié du GITEC, convaincre de me suivre et donner envie aux personnes de me suivre. Et donc, en ce sens, les chefs de projet et les managers transversaux sont aussi fortement sollicités sur ce sujet. Du coup, là, ça fait 1 an et demi que vous avez commencé ça. Est-ce que vous voyez des changements, chez Ugitech? Est-ce que vous avez mesuré des résultats? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais ça, c'est une question piège, Cécile. C'est Je toujours sais que c'est super difficile. difficile. C'est hyper difficile de mesurer les changements de comportement et dans ce qu'on dit, moi j'aime bien dire les sciences molles, les soft skills, on dit les sciences molles. C'est toujours difficile de calculer, de voir, les résultats, de quantifier les résultats. Et moi, je suis vraiment une personne câblée résultats, retour sur investissement et là, sincèrement, je n'y arrive pas. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que je vous l'ai dit juste avant, mais je pense que c'est important de revenir. Après la journée 3, où on leur fait tester le codev, on leur propose de continuer à faire du codev, de rentrer dans une autre démarche et plusieurs d'entre eux embarquent dans cette nouvelle démarche et demandent à continuer à faire du codéveloppement. Quand les groupes de codéveloppement sont finis, sont lancés, ce qu'on a remarqué, c'est que le groupe ne bouge plus. Donc, les gens s'engagent réellement dans cette démarche et ça crée énormément de cohésion et de transversalité. Même chose pour le peer coaching, où là, on a des feedbacks, des retours extrêmement positifs sur le peer coaching, le fait de découvrir un autre manager avec qui j'ai très peu de contact et de créer une relation d'entraide. Et donc, nos managers sont ravis de ce travail. Après, on est aujourd'hui à l'étape, donc je vous ai dit, on a fait vraiment par cascade et par cohorte, par niveau hiérarchique. On est aujourd'hui à l'étape où on souhaite, redonner les clés de cette démarche dans les services pour que ce soit vraiment piloté, par, le manager et qu'ils en parlent dans leurs réunions de service et dans le travail, d'équipe en fait qui font, dans leur service et là, je crois qu'on va voir plus simplement, plus facilement des résultats parce qu'on retrouve une vraie cohésion, mais au niveau du service et après, si vous cherchez des données, quantifiées, je n'en ai pas. On n'a pas réussi donc si jamais il y a quelqu'un qui a une bonne idée, je suis preneuse Tu de m'étonnes. ces idées, ouais. Non, non, j'imagine bien que vous n'avez pas des résultats quantifiés, mais je pensais plutôt à des retours positifs ou même constructifs éventuellement. Quels sont les retours de ces parcours? Et on veut, rentrer dans une démarche, la suite de ce parcours managérial sera certainement le travail sur les soft skills et donc on va faire des diagnostics, on va leur demander de faire des diagnostics et de nous parler de la culture managériale, des postures qu'ils souhaitent développer suite à la culture managériale. Donc je pense qu'on devrait avoir un retour, analysable, vis-à-vis de la première démarche. On a aussi, une enquête, qualité de vie au travail, qu'on fait, tous les 2 ans dans laquelle on a mis des questions sur la posture managériale et donc on verra, lors de notre prochaine enquête, si nos résultats se sont améliorés sur ces sujets-là ou pas. Est-ce qu'on pourrait faire un petit zoom sur le co-développement? Parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc suite à ce parcours managérial, les personnes qui l'ont suivi ont pu continuer à faire du co-développement. Est-ce qu'ils traitent du quotidien? Est-ce que c'est, des sujets managériaux? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui s'y passe dans ces groupes de co-développement? Alors, c'est vraiment au volontariat. Donc, après l'avoir testé, ceux qui le souhaitent nous donnent leur nom et nous, on organise des groupes de co-développement. Mais c'est vraiment important qu'il y ait, une petite, organisation autour des groupes parce que dans un groupe de co-développement, je ne peux pas me retrouver avec, mon manager ou, mon N-1. Donc ça, c'est vraiment une attention importante à faire, hein.
Et donc nous, on fait un peu du speed codev, si on peut dire. Donc c'est 1 heure en visio. Donc ça, c'est très rapide, hein, pour du codéveloppement. Souvent, on va travailler le codéveloppement plutôt autour de 2, 3, voire 4 heures, hein, par sujet. Alors nous, on fait du speed codev, donc 1 heure en visio, le vendredi parce que c'est le moment où on peut un peu plus se poser, dans des environnements comme le nôtre. Les managers vont fixer on leur demande de fixer, en début de semaine le sujet du codev. C'est-à-dire qu'on va l'animateur va leur envoyer un mail et dire: «Bon, qui a un sujet aujourd'hui, pour le codev de vendredi?» Et on le fixe en avance, tout simplement parce qu'en 1 heure, on n'a pas le temps de faire, ce tour des popotes, si on veut, de choisir le sujet et de faire le codev. Donc on arrive, le sujet est déjà fixé. C'est que des sujets de, management, de transversalité, de difficultés, de gestion de projet, bref, que des sujets qui ont attrait à l'humain qui sont traités, dans ces codev. Je crois que les codéveloppements peuvent être utiles à d'autres types de sujets, mais par contre, nous, le contexte dans lequel on a mis en place les codéveloppements tournait vraiment autour de ces sujets d'humains et donc c'est plutôt ce type de sujet qui remonte et qui demande à être traité par, les membres, des groupes de codev. Je ne sais pas si, vous avez déjà parlé du codéveloppement, dans le podcast, mais moi, j'aime bien rappeler que le codéveloppement a été modélisé par Champagne et Paillettes. Donc, sincèrement, c'était une belle rencontre, je pense, la rencontre de monsieur Champagne et monsieur Paillettes et bon, il faut quand même le dire, hein, c'est des Québécois et C'est donc pour le ça que c'est si bien. codéveloppement ça fait un peu chauvin comme ça, hein. C'est pas moi qui ai inventé le codéveloppement, mais on dirait que je suis aussi fière que si ça venait de moi. Donc fidèle, à leur réputation, des Québécois, le codéveloppement, c'est très pragmatique, très terrain et c'est l'intelligence de l'humain. C'est-à-dire qu'on a une personne qu'on va nommer le client, puisque c'est plus simple comme ça, qui arrive avec un problème et donc il va définir son problème, partager son problème. Après, les consultants, donc toutes les autres, personnes, dans le codev vont lui poser des questions de clarification et là, il y a un vrai exercice de style parce qu'on demande à ce que ce soit des questions ouvertes et on se rend compte qu'on n'a plus trop l'habitude de poser des questions ouvertes. On a plutôt l'habitude de poser des questions orientées qui se répondent oui par oui ou par non, ou des questions qui viennent valider notre propre expérience finalement, mais qui ne sont pas des vraies questions pour creuser un sujet. Donc là, on a déjà un apprentissage qui se fait, dans les membres, du codev et donc et après, donc une fois qu'ils ont posé toutes leurs questions de compréhension, pour creuser le sujet, le client reformule une demande. OK? On a tendance à vouloir, donner des solutions aux gens avant même qu'ils nous aient demandé quelque chose, hein. Donc là, pareil, un petit travail, d'attente, quelle est la demande? Je vais pas, donner mon aide sur tout ou n'importe quoi. Je vais donner mon aide sur ce qu'on m'a autorisé à aider et donc la personne doit reformuler sa demande et après on fait un tour de table où chacun propose des solutions. Souvent, un petit truc, on va leur dire de commencer leur phrase par: «Si j'étais à ta place, je ferais telle chose», hein, pour éviter les jugements de valeur, les «tu aurais dû», «tu devrais», le «tu qui tue» finalement, hein. Et là, ça aussi, c'est vraiment un exercice de style parce que c'est pas toujours facile en fait de proposer des solutions sous cette forme. Le codéveloppement, ça demande beaucoup d'écoute attentive, beaucoup de concentration, de répondre, à l'enjeu de l'autre plutôt qu'à mes envies et ça crée des frustrations, le codéveloppement, parce qu'on n'autorise pas les débats et on a beaucoup l'habitude, plutôt l'habitude de débattre que d'écouter et donc ça vient aussi travailler ces apprentissages, en fait, ces postures, hein, de relation à l'autre, d'intelligence collective, et c'est un outil
qui est vraiment très merveilleux parce qu'en 1 heure, je suis arrivée avec un problème et je ressors avec, autant de pistes de solutions qu'il y avait de personnes, dans mon groupe de codev et c'est très, comme je vous le disais, hein, très pragmatique, très terrain finalement cette méthode et donc l'idée aussi quand on arrive à mettre en place ces groupes, c'est qu'ils se suivent dans le temps et que, chaque membre du groupe aura à un moment donné la chance de faire le client, donc de voir une de ses problématiques traitées et à la fin de la séance, donc il va s'engager sur certaines actions. Donc c'est son choix, hein. J'ai envie d'essayer, telle chose qui m'a été dite, telle autre chose, c'est pas trop mon style, je vais pas faire, hein et on leur demande aussi de faire un retour entre eux d'une fois à l'autre et donc c'est super valorisant de voir que, bah, j'ai écouté le problème de l'autre, j'ai proposé une solution, il a essayé ma solution ou pas, mais la semaine suivante ou 2 semaines plus tard, quand on se revoit en codev, ben, on voit que sa solution a évolué et qu'on servait à quelque chose, hein et donc c'est vraiment une boucle, positive qu'on instaure avec nos managers. C'est pas simple, hein, ça prend un peu d'attention pour arriver à se livrer en tant que manager et dire: «J'ai un problème. J'ai un problème que je n'arrive pas à régler seul». Je ne sais pas si, ça vous est déjà arrivé quand vous étiez plus jeune d'avoir un problème de mathématiques que vous souhaitiez, régler avec l'aide de votre voisin. Et ben, c'était interdit, hein. À l'école, ça, c'est interdit et dans le monde du travail, du coup, on reproduit ça. On a beaucoup de mal à demander de l'aide et le codef, c'est un peu ça, hein. Donc ça demande un petit peu d'attention, ça demande un peu de pédagogie pour expliquer ce qui va être fait et ça demande de le tester. Et là, normalement, quand les gens le testent sérieusement, ils voient toute la valeur du co-développement et ils sont partants, en fait, pour le refaire. Ouais, c'est impressionnant comme ça développe aussi de la fraternité dans une équipe et de la générosité. Je me mets vraiment au service du problème de l'autre et finalement ça développe de l'empathie pour tout le monde envers cette personne-là. Moi, je trouve ça passionnant le codev. Et tu dis, dans la fraternité dans une équipe, mais ou juste dans une entreprise. Nous, on a des groupes de codev qui sont très, très transversaux, où les personnes n'ont pas du tout l'habitude de travailler les unes avec les autres, hein, où un commercial, peut avoir une très bonne idée pour aider, quelqu'un qui est en production ou en logistique ou en tout cas des métiers qui finalement ont tous des idées. On a tous des idées, on a tous, un chemin derrière nous, des compétences et là, on les met à profit d'une problématique et donc c'est vraiment très, très riche, hein. Frédéric, est-ce qu'il y a un projet qui va arriver chez Ugitech? C'est quoi, la prochaine étape justement dans cette valorisation du management? C'est vrai que c'est un peu à contre-courant de ce qu'on peut entendre, par rapport aux entreprises libérées et cetera. Donc est-ce qu'il y a une prochaine étape là-dedans? Alors on est en train de travailler sur plein de projets Ah, mais tu peux parce pas qu'on m'en a parler? plein d'idées. Mais, la prochaine étape, c'est la suite finalement de cette culture managériale qui est vraiment, un sujet clé et un sujet de cœur pour nous et donc, la prochaine étape, ben, ça va être d'aller un cran plus loin, de travailler sur, les soft skills et d'autoriser les gens à se positionner sur quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Parce que vous l'avez compris, les postures, du parcours managérial, elles sont très top down. Elles ont été certes, définies en collaboration avec plusieurs itérations, mais finalement, quand on arrive dans le parcours, elles sont fixées, elles ont été, choisies et donc c'est là-dessus qu'on travaille. La prochaine étape, c'est de dire: «Ben, moi, je prends mes responsabilités et en tant que manager, voici toute une palette de soft skills, que je dois mettre en œuvre et ben, quelles sont celles sur lesquelles je veux travailler? Quelles sont celles sur lesquelles je dois travailler avec, l'accord de ma hiérarchie ou en tout cas ce regard de ma hiérarchie? Donc encore une fois, hein, tous ces programmes ne sont pas faits pour la beauté du geste. Ils sont vraiment faits pour rendre notre entreprise, efficace, en capacité de relever ces défis et surtout de préparer l'avenir de nos industries qui vont être faites de beaucoup de crises, de beaucoup de difficultés, de nouvelles générations et donc nous, chez Ugitech, on a décidé de préparer nos managers à faire face à ça. Eh ben, merci beaucoup Frédéric pour cette discussion passionnante. Je suis vraiment, très, très contente, de t'avoir interrogée parce que,
parce que pour moi, c'était important aussi d'interroger des personnes qui viennent d'un monde industriel et pas simplement d'un monde de consultants qui pensent des idées pour le développer chez leurs clients. Mais voilà, des idées qui sont créées en interne. Je trouve ça très chouette et vraiment bravo pour votre parcours managérial qui développe probablement une culture très différente chez vous. Merci beaucoup. Mais je te remercie, Cécile, ça m'a fait plaisir, de venir, te voir aujourd'hui, faire ce podcast avec toi et surtout, tu as raison de, revenir là-dessus. Je pense qu'on doit, de s'intéresser aux industries et se dire que, dans l'industrie, il y a plein de métiers. Il y a plein de métiers qui doivent se réinventer et donc c'est un terrain de jeu, exceptionnel pour tous ceux qui ont envie de penser l'avenir, hein. Merci beaucoup Frédéric, à bientôt. À bientôt! J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas. À bientôt!